Chaque été, je fais une palle. Et chaque été, je fais comme si j'allais vraiment la respecter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, à ce stade, relève moins du plan de lecture que de l'expérience sociale douteuse. On va faire ensemble ma palle d'été. Oui, celle que je vais préparer avec beaucoup de soin, beaucoup de motivation, et que je vais probablement regarder de loin, en août, en lisant un autre livre totalement imprévu, mais c'est pas grave, parce que faire une palle, c'est pas forcément la respecter. C'est un peu comme les résolutions qu'on fait à Nouvel An, hein. Ça sert surtout à se raconter de belles histoires à soi-même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Manon et bienvenue sur ma chaîne, La Reine des Dragons. Et cette année, j'ai décidé de compliquer encore un peu les choses. Au lieu de vous faire une simple liste de livres, j'ai décidé de transformer ma palle en tag, avec des catégories, des thèmes, des intentions plus ou moins claires et une cohérence émotionnelle assez discutable. Alors installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche et préparons ensemble une palle qui ne survivra probablement pas à la première semaine de juillet. Alors, pour cette première catégorie, j'ai décidé de commencer fort. Très fort. Parce que tant qu'à faire une palle d'été complètement irréalisable, autant y mettre des livres qui me donnent l'impression d'avoir une vie intellectuelle extrêmement riche. Je vous présente donc la première catégorie, les livres que je vais exhiber sur mon transat pour avoir l'air cultivé. Parce que pendant l'été, soyons honnêtes, il y a deux types de lecteurs. Ceux qui lisent une romance légère au bord de la piscine et ceux qui débarquent avec un essai philosophique de 400 pages en espérant dégager une aura intellectuelle. Je veux tester la deuxième option, pour changer. Parce que je vous avoue que d'ordinaire, je fais plutôt partie de la première catégorie. Après, on va pas se mentir, il y a de fortes chances que j'arrive à lire 3 chapitres jusqu'à ce qu'une mouette passe et que mon cerveau décide d'abandonner toute réflexion philosophique. Mais l'intention est là. Et donc, pour cette catégorie, j'ai choisi deux monuments de la dystopie. Deux livres qui sont dans ma palle depuis tellement longtemps qu'ils ont probablement obtenu un droit de résidence permanent dans mes étagères. Et le premier, c'est 1984 de George Orwell que j'ai en poche aux éditions Folio. Alors, je sais, j'ai du mal à l'admettre parce que j'ai l'impression que toute personne ayant déjà un jour ouvert un livre a déjà lu 1984, sauf moi. Mais donc, pour ceux comme moi qui sont un peu à la ramasse, ce livre nous plonge dans une société totalitaire où tout est surveillé, où le pouvoir contrôle l'information, les souvenirs et même les pensées des individus à travers la figure omniprésente de Big Brother. Orwell y explore notamment la surveillance de masse, la manipulation de la vérité et la destruction de la pensée critique. Et franchement, vu le nombre de fois où ce livre est cité quand on parle de contrôle de l'information et de surveillance, je me dis qu'il est temps que je découvre enfin de quoi tout le monde parle depuis 70 ans. Ce serait sympathique, voilà, pour ma culture générale et pour m'éviter de faire semblant de comprendre les références dans les conversations. Ensuite, j'ai très envie de découvrir Le meilleur des mondes de Aldous Huxley que j'ai aux éditions Pocket. Et alors lui, il me fascine énormément parce qu'on le compare quand même souvent à 1984, mais avec une approche quand même assez différente. Là où Orwell imagine une société qui contrôle les individus par la peur, la surveillance et la répression, Huxley imagine plutôt un monde où les gens sont contrôlés par le plaisir, le divertissement et le confort permanent. Et dans cet univers futuriste, tous les humains sont conditionnés dès leur création. Ils sont répartis en castes et maintenus dans un état de bonheur artificiel grâce à une société qui élimine toute souffrance mais aussi toute forme de véritable liberté. Et honnêtement, ça a l'air absolument passionnant et légèrement terrifiant, ce qui est quand même souvent le signe d'une bonne dystopie. Et tu sais, j'ai un peu l'impression que ça va être le genre de lecture qui te pousse à te poser des questions du genre attends, est-ce qu'on vit pas déjà un peu dedans quand même? Bref, deux classiques et 2 livres qui m'intimident un peu quand même. 2 livres qui sont dans ma palle depuis une éternité, et 2 livres que j'aimerais vraiment réussir à lire, cet été. Et après avoir tenté de devenir une intellectuelle de plage avec Orwell et Huxley, il est temps quand même, de revenir à quelque chose, d'un peu plus léger, une sorte de zone de confort. Et cette zone de confort contient généralement des gens séduisants, de la tension romantique et des choix émotionnels, discutable. Bienvenue dans la catégorie plus chaud que le sable à 14 heures. Une catégorie qui regroupe des romances, des romantésies et d'une manière générale des livres qui promettent de faire grimper la température plus vite qu'une canicule au mois d'août. Et franchement, vu que je vais probablement passer mes vacances à fondre sur place, autant que mes lectures soient en cohérence avec l'ambiance, le premier livre que j'ai décidé de glisser dans cette catégorie, c'est La Flamme des Dragons de Olivia Rose Darling aux éditions Roncière. Et déjà, rien que le titre, la flamme, les dragons. Je veux dire, est-ce qu'il en fallait davantage pour me convaincre? Je ne pense pas. On va y suivre Héloïne, une princesse qui a tout perdu après avoir été trahie par son propre père. Emprisonnée depuis des années et séparée de ses dragons, elle finit par s'échapper avec un seul objectif, récupérer ce qui lui appartient et se venger. Et pour cela, elle va devoir s'allier à Kaiden, un commandant aussi redoutable
que peu recommandables. Et comme tout bonne romantaisie qui se respecte, ils ne peuvent absolument pas se supporter au départ. Mais bon, déjà, il y a des dragons. Voilà. Je rappelle subtilement le nom de cette chaîne. Ensuite, il y a une héroïne qui veut récupérer ses dragons. Et enfin, il y a un ennemi commun, une alliance forcée, et ce qui ressemble à une tension romantique qui risque de me faire tourner les pages à une vitesse absolument indécente. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai attendu aussi longtemps pour me lancer parce que sur le papier, ce livre semble avoir été créé en laboratoire spécialement pour attirer mon attention. C'est littéralement de la fantaisie, des dragons, de la vengeance et de la romance. Je suis la cible marketing. Clairement. Ensuite, j'aimerais beaucoup découvrir Great Big Beautiful Life de Emily Henry aux éditions Hauteville. Alors, je vous l'accorde, Emily Henry, c'est un peu l'autrice qu'on voit partout, mais à chaque nouvelle sortie, les avis sont unanimes. Elle a encore pondu un banger. Et donc, dans ce roman, on suit Alice et Hayden, deux journalistes qui se retrouvent en compétition pour écrire la biographie d'une héritière aussi célèbre que mystérieuse qui a disparu de la vie publique depuis des années. Le problème, c'est qu'ils vont devoir enquêter en parallèle, découvrir les secrets de cette famille et supporter, forcément, la présence omniprésente de leurs rivales respectifs. Et honnêtement, si vous me dites rivalité professionnelle, ambiance bord de mer, secret de famille, enquête et slow burn, c'est ok. Ça me suffit. J'ai très envie de découvrir celui-ci parce qu'il a l'air un peu différent de ce que fait habituellement Emily Henry. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus mystérieux avec toute cette histoire d'héritage familial et de biographie à reconstituer. Et puis bon, je vais être honnête. Si je passe déjà une partie de l'été à réfléchir à des sociétés dystopiques et à l'effondrement potentiel de la civilisation, il me faudra bien des gens qui tombent amoureux pour essayer de rééquilibrer tout ça. Voilà, c'est une question de santé mentale finalement. Je suis donc très curieuse de savoir lequel de ces deux livres va le plus me faire battre le cœur cet été. Même si, bon connaissant mes habitudes de lecture, il y a quand même un risque non négligeable hein, que je développe une obsession pour un livre totalement différent entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous la regardez. Après les dystopies qui me donnent l'air cultivées et les romances qui permettent de faire grimper la température, on passe maintenant à une catégorie beaucoup plus réaliste. Parce que soyons honnêtes, si certains livres vont rester bien sagement dans mes bibliothèques, d'autres vont vivre une véritable tournée estivale. J'ai nommé cette catégorie les livres qui vont probablement voyager plus que moi cet été. Ce sont des livres que je vais glisser dans mon sac de plage, dans mon tote bag, dans mon sac à main, que je vais ressortir dans une salle d'attente, emmener sur une terrasse, commencer dans mon canapé et retrouver mystérieusement dans ma cuisine 3 jours plus tard. Bref, ce sont des livres nomades. Tu sais, les formats poche pratiques à emmener en vacances, les histoires qui donnent envie de lire encore un chapitre avant d'aller te coucher, les lectures qui semblent légères. Et j'insiste sur le mot semble, parce qu'on connaît hein, tous ces romans qui ont l'air tout doux, tout mignons, tout réconfortants, et qui décident de t'arracher le cœur à la page 187. Et donc pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Alors Virginie Grimaldi, c'est typiquement le genre d'autrice qui me fait dire au premier abord ok, ça va être sûrement une lecture toute douce. Et puis 5 chapitres plus tard, je me surprends à avoir un peu les larmes aux yeux, tu vois. Et donc dans ce roman, on va suivre Diane, dont la vie bascule complètement lorsque son mari la quitte. Et complètement absorbée par sa propre douleur, elle remarque pas tout de suite que sa fille, Lou, qui a 16 ans, traverse également une période extrêmement difficile après un premier chagrin d'amour. Mère et fille vont donc devoir apprendre à se retrouver et à affronter ensemble des blessures peut-être plus profondes qu'elles ne l'imaginent. Et honnêtement, ça sent déjà hein, le roman qui va me briser, mais avec délicatesse, façon Grimaldi. C'est un livre qui parle de famille, de transmission, de santé mentale, d'amour maternel et de toutes ces petites failles humaines que l'autrice adore aborder dans ses romans. Et elle est particulièrement douée pour les raconter, je dois bien l'admettre. J'ai l'impression que ça va être la lecture parfaite pour cet été, puisque ça a l'air fluide, accessible, et avec suffisamment d'émotions pour me faire réfléchir, même une fois le livre refermé. Et puis il faut bien hein, que je lise au moins un Virginie Grimaldi cet été, parce que chez moi, c'est un peu une tradition pour tout vous dire. Et ensuite, j'ai très envie de découvrir Rendez-vous ici de David Nichols aux éditions Pocket. Déjà parce que David Nichols est l'auteur de Un jour, qui m'avait laissé des séquelles émotionnelles assez conséquentes. Ensuite, parce que le résumé me donne exactement envie de m'installer en terrasse avec un café glacé et de ne plus bouger pendant 3 heures. On y suit Marnie et Michael, deux célibataires plutôt solitaires qui se retrouvent embarqués dans une randonnée organisée par une amie commune. Sauf que les autres participants abandonnent progressivement l'aventure et ils vont finalement se retrouver ensemble à parcourir les sentiers du nord de l'Angleterre, à discuter, à se découvrir et à faire tomber peu à peu leurs barrières. Et alors bon, une romance qui se construit pendant une randonnée, déjà je trouve ça incroyablement mignon, et surtout ça change quand même un peu hein, du traditionnel coup de foudre sous le coucher de soleil. Là on est plutôt sur, malgré la pluie, les kilomètres de montée et les ampoules aux pieds, je me rends compte que je t'apprécie. Et quelque part,
c'est peut-être encore plus romantique. Ce qui m'attire aussi, c'est tous les retours que j'ai vus jusqu'à maintenant qui parlent d'un roman très drôle, mélancolique et très humain. Ça a l'air d'être une vraie comédie romantique britannique avec de l'humour, de l'émotion et des personnages un peu cabossés par la vie. Bref, ça a l'air d'être 2 livres parfaits pour être lus, n'importe où, que ce soit à la plage, dans le train, sur une terrasse ou dans mon canapé. La catégorie suivante est extrêmement importante. Parce qu'il existe dans la vie de tout lecteur un moment particulièrement critique. Le moment, tu sais, quand on part en vacances, qu'on regarde le GPS et qu'il affiche temps restant, 8h12, et qu'on réalise qu'il n'y a plus de batterie dans notre téléphone, plus de réseau, plus de Wi-Fi, plus rien, à part soi-même. Et ses choix de lecture. Bienvenue dans la catégorie SOS, 8 heures de trajet, sans Wi-Fi. Des livres que j'ai choisis, avec une mission très simple, me faire complètement oublier la notion du temps. Je veux des chapitres qui s'enchaînent, je veux pouvoir me dire, allez, encore un et relever la tête 3 heures plus tard, bref, je veux des page turners. Mais des vrais, hein. Des livres capables de me faire louper la sortie d'autoroute, tu vois. Et le premier qui traînait dans ma wishlist depuis beaucoup trop longtemps, c'est Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Je sais même pas comment j'ai fait pour attendre aussi longtemps avant de l'acheter, parce qu'à chaque fois que j'en entends parler, j'ai l'impression qu'il coche absolument toutes les cases que j'aime. On y suit une jeune fille qui vit dans une vallée menacée par une forêt maléfique. Et pour protéger la région, un puissant sorcier surnommé le Dragon choisit tous les 10 ans une femme qui l'emmène dans sa tour. Et lorsque le moment du choix arrive, tout le monde pense qu'il va choisir la meilleure amie de notre héroïne, mais évidemment ça ne sera pas le cas. Et c'est là que les problèmes commencent. Et déjà là, il y a cette ambiance de conte slave, de forêt inquiétante, de magie ancienne et mystérieuse qui me donne énormément envie. Mais surtout, tous les lecteurs que je connais semblent avoir développé une véritable obsession avec ce livre. Et honnêtement, quand un roman continue d'être recommandé avec autant d'enthousiasme, même plusieurs années après sa sortie, j'ai tendance à me dire qu'il y a probablement une bonne raison. J'ai aussi l'impression que c'est le genre d'histoire dans laquelle on se plonge complètement. Voilà, le genre d'histoire où tu te dis, allez, encore un chapitre avant de dormir, et puis bon, soudainement, les oiseaux chantent. Ensuite, bah oui, il va falloir qu'on parle de celui-ci, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Oui, je l'ai toujours pas lu. Je sens déjà le jugement, je le mérite probablement un peu, mais j'ai une excuse. Une excuse plus ou moins valable. J'ai été tellement déçue en fait par La balade du serpent et de l'oiseau moqueur que j'ai jamais réussi à me précipiter sur celui-ci. Je sais que beaucoup de personnes l'ont adoré, mais personnellement ça n'avait pas du tout fonctionné avec moi. Du coup, quand celui-ci est sorti, je suis un peu restée dans mon coin, en mode je vais attendre, je vais voir les avis, je vais prendre mon temps. Résultat, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je l'ai acheté et je l'ai toujours pas ouvert, et pourtant j'adore profondément la trilogie principale. Vraiment. Pour moi, Hunger Games reste encore aujourd'hui la meilleure saga young adulte que j'ai lue de toute ma vie. Et cette fois-ci, on suit Emmett lors de la 50e édition des Hunger Games, celle de la seconde expiation et celle où 2 fois plus de tribus sont envoyées dans l'arène. Et franchement, Emmett est probablement mon personnage préféré dans la saga, en tout cas celui qui m'intriguait le plus, et j'ai toujours voulu savoir ce qui lui était arrivé. Je veux vraiment savoir comment il est devenu cet homme désabusé que l'on rencontre dans les premiers livres. Et bon, je suis quand même rassurée parce que tous les retours que j'ai vus passer jusqu'à maintenant semblent dire que Suzanne Collins avait vraiment retrouvé ce qui faisait la force de la saga originale, avec une intrigue addictive, une critique sociale efficace et beaucoup d'émotions. Voilà, ça me rassure énormément, et en plus, il faut que je me dépêche un petit peu parce que je crois que l'adaptation cinématographique est prévue pour la fin de l'année. Et moi, je veux vraiment avoir lu le livre avant de voir le film. Bref, donc entre une forêt magique qui veut probablement tuer tout le monde et une nouvelle plongée dans l'univers de Panem, je pense qu'on est plutôt pas mal, niveau page turner. Normalement, parce qu'encore une fois, le principal obstacle à l'avancée de cette palle, ça reste moi-même, et ça, malheureusement, aucun auteur ne peut le résoudre. La catégorie suivante est destinée à toutes les personnes qui ont regardé le prix des billets d'avion cet été et qui ont immédiatement refermé l'onglet. J'ai donc nommé cette catégorie un billet d'avion à 20 € maximum, parce que parfois la meilleure façon de voyager reste encore d'ouvrir un livre. C'est moins cher et à moindre retard, et personne ne te demande de jeter ta bouteille d'eau avant d'embarquer. L'objectif de cette catégorie est donc très simple, partir loin, sans quitter mon canapé. Découvrir des paysages, des cultures, des mondes et des atmosphères qui me dépaysent complètement. Et pour ça, j'ai choisi 2 livres qui ont l'air aussi magnifiques que différents. Et le premier, c'est Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko aux éditions Pocket. Déjà, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour apprécier le titre? Parce que franchement, c'est une invitation au voyage
à lui tout seul. Dans ce roman, on va suivre Astrid, une jeune femme qui décide de quitter sa vie citadine pour aller s'installer dans un petit village à la montagne. Là-bas, elle va devoir apprivoiser une nouvelle existence, se reconstruire et apprendre à vivre autrement au contact de la nature et des habitants qui peuplent ce territoire isolé. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais ce livre me donne immédiatement envie de ralentir. Et chaque fois que j'en entends parler, j'ai l'impression qu'il dégage quelque chose de très apaisant, un peu comme une parenthèse. Tu sais, ce genre de roman qui te rappelle qu'il existe encore des endroits où on peut entendre le vent dans les arbres et où personne ne t'envoie de mail avec la mention urgent dans l'objet un vendredi soir à 18h47. Bref, ce qui me plaît aussi, c'est que je connais pas Marie Pavlenko, mais elle semble avoir une manière très sensible d'aborder ses personnages. J'ai l'impression que ça va être une lecture assez contemplative, pleine d'émotions, où la nature est presque omniprésente. Et franchement, après quelques mois à courir partout, je pense que mon corps a bien besoin d'un petit séjour à la montagne, même si ce séjour va probablement se dérouler entre mon canapé et ma bibliothèque. Ensuite, j'ai choisi de lire Athéa de Anouk Faure aux éditions Argile. Et alors là, on change complètement d'ambiance. Déjà parce que cet objet livre est absolument sublime. Je te jure, chaque fois que je le voyais en librairie, j'avais des étoiles dans les yeux. Et bref, je l'ai croisé sur Vinted et j'ai pas résisté longtemps. Et ensuite, son univers me fascine complètement. On y suit Athéa, une jeune femme qui vit sur une île isolée et dont le destin semble intimement lié aux légendes, aux créatures et aux mystères qui entourent son monde. J'ai du mal à vous en parler parce que rien que le résumé donne l'impression d'ouvrir un conte, mais un vrai, avec des paysages grandioses, une atmosphère assez onirique et cette sensation que chaque page cache quelque chose de merveilleux ou d'inquiétant. Et bon, vous commencez à me connaître quand on me propose un univers mystérieux, des mythes, des créatures étranges et une esthétique qui semble tout droit sortie d'un rêve. Je suis généralement incapable de résister. Et j'ai aussi très envie de découvrir la plume d'Anouk Faure parce que tous les retours que j'ai vus passer parlent d'une expérience extrêmement immersive. Tu sais, le genre de livre où on lit pas seulement une histoire. On rentre dedans, on s'y promène et on s'y perd un peu. Et c'est exactement ce que je recherche pour l'été. Bref, entre les montagnes de Marie Pavlenko et les paysages fantastiques d'Anouk Faure, je pense que c'est probablement la catégorie qui va me faire voyager le plus loin. Et tout ça sans passeport, ce qui est particulièrement pratique. Bon, on arrive à une catégorie très particulière, mais je suis sûre que vous l'avez aussi chez vous. Cette catégorie n'est pas définie par un genre, une ambiance ou une émotion, mais un simple constat d'échec répété dans le temps. J'ai nommé cette catégorie, cette fois, je le lis. Vraiment. C'est des livres qui sont plus vraiment dans ma palle à ce stade, mais plutôt dans une sorte de colocation passive-agressive avec moi. Tu sais, ces livres que tu vois tous les jours, qui te regardent, qui disent rien, mais qui te jugent quand même, silencieusement, depuis des années. Et du coup, pour cette catégorie, j'ai décidé de sortir de livres très différents, mais tout aussi accusateurs, l'un que l'autre. Et le premier, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Alors oui, j'ai choisi l'été pour le sortir de ma palle parce que rien que le titre et la couverture m'inspirent le voyage. Dans ce roman, on suit Linus Baker, un fonctionnaire du département chargé de la jeunesse magique, une sorte d'inspecteur en fait, qui est envoyé dans des orphelinats très particuliers. Et sa mission l'emmène sur une île isolée où se trouve une maison qui accueille des enfants extrêmement singuliers, considérés comme dangereux pour la société. Et là-bas, il va découvrir un lieu, une famille et une manière de vivre qui va progressivement remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Et je me rends compte maintenant que ce livre coche absolument toutes les cases du coup, comment ça se fait que tu l'as pas encore lu? Il y a une maison mystérieuse, des enfants marginaux, une atmosphère chaleureuse et cette promesse de douceur et de réconfort qui revient dans absolument tous les retours que j'ai pu voir. C'est typiquement le genre de lecture que les gens décrivent comme un câlin en livre et moi, j'adore les câlins et les livres. Donc finalement, la question devient pourquoi du coup? Est-ce qu'il prend la poussière depuis si longtemps? Mystère. Probablement un mélange de procrastination avancée et de priorités douteuses. Ensuite, j'ai The Way I Used to Be de Amber Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là, on change complètement d'ambiance parce qu'on n'est plus du tout dans le réconfort. On est dans quelque chose de beaucoup plus dur, plus lourd et plus intime. Ce roman raconte l'histoire d'Eden, une adolescente dont la vie bascule complètement après une agression Ce livre suit son parcours sur plusieurs années en explorant les conséquences psychologiques de ce traumatisme, sa difficulté à en parler et sa manière de tenter de se reconstruire malgré tout. C'est un roman qui parle de survie, de silence, de honte, mais aussi de résilience
et de reconstruction. Et c'est précisément le genre de lecture que je repousse depuis très longtemps, pas parce qu'il ne m'intéresse pas, au contraire, mais parce qu'il m'intimide un petit peu. Parce que je sais bien que c'est pas le genre de roman qui se consomme comme une romance légère et que ça demande une certaine disponibilité émotionnelle. Et visiblement, écoutez, mon planning émotionnel était déjà complet depuis plusieurs années, mais en même temps, j'ai de plus en plus envie de m'y confronter parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'on lit, pour comprendre, pour ressentir, pas pour toujours rester dans des zones confortables. Et je pense que cet été pourrait être le bon moment pour lui laisser sa chance. Bref, 2 livres et 2 ambiances, complètement opposées, un câlin en maison magique et une histoire beaucoup plus difficile, mais importante, et surtout 2 livres qui ne peuvent plus continuer à me juger depuis l'étagère en silence. Il faut que j'assume mes achats parce qu'à ce stade, c'est même plus une palle, hein. C'est une dette morale. On arrive maintenant dans une catégorie où je prends un petit risque. Parce que jusque-là, tout se passait à peu près bien. Des dystopies pour faire l'intellectuel, des romances pour faire grimper la température, des livres doudous pour pleurer dans le train, et des livres nomades pour voir la mer à travers les pages. Mais là, on passe dans une zone différente. Une zone où mes nerfs vont être mis à contribution. Cette catégorie s'appelle plus de rebondissements que mes plans de vacances. Les thrillers, les romans à twist, les livres qui te promettent une chose et qui te regardent ensuite droit dans les yeux en disant ben en fait non. Ce sont des lectures que tu commences en te prenant pour inspecteur gadget. Et 3 heures plus tard, tu te retrouves à fixer le plafond en essayant de reconstituer les indices que tu as évidemment ratés. Parce que oui, je suis ce genre de lectrice. Celle qui pense comprendre, qui n'a en fait rien compris, mais qui adore ça. Et on commence avec Et chaque fois mourir un peu de Karine Gebel aux éditions Pocket. Avec Karine Gebel, c'est un peu le niveau je sais que je vais souffrir, mais j'y vais quand même. Dans ce roman, on suit Grégory, un infirmier humanitaire qui intervient sur des zones de guerre. Et à travers ses missions, il est confronté à la violence extrême, à des dilemmes moraux et à l'impact psychologique de ce qu'il voit et de ce qu'il vit sur le terrain. Et ce livre explore la frontière entre survie, engagement et effondrement intérieur dans un contexte où forcément chaque intervention laisse des traces profondes. Et autant dire les choses clairement, hein, c'est pas vraiment une lecture de plage à proprement parler. Bon, à moins que ta définition de lecture de plage inclue des traumatismes existentiels et des remises en question profondes, mais malgré tout, ou peut-être justement à cause de ça, j'ai très envie de le lire. Karine Gebel fait vraiment partie de ces autrices qui ne ménagent pas du tout ses lecteurs, et moi, je suis vraiment curieuse de savoir si ce roman marchera autant sur moi que les autres. Avec prudence, et probablement un plaid, parce qu'il n'y a pas de saison pour les plaids. Après ça, j'aimerais beaucoup découvrir et ensuite Le silence de Rose Mallet que j'ai en poche aux éditions Pocket. Et là, on est sur quelque chose d'encore plus mystérieux. C'est un roman qui semble jouer avec les zones grises, les secrets, les non-dits, et cette sensation très particulière qu'on a dans certains thrillers où tout paraît normal, et où en fait absolument rien ne l'est. Dans cette histoire, une disparition suivie d'une série d'événements troublants viennent bouleverser une communauté, révélant petit à petit des tensions, des mensonges et des vérités qu'il aurait peut-être mieux valu ne jamais déterrer. Et honnêtement, moi, ce que j'aime dans ce genre de roman, c'est la montée progressive de tension. Tu sais, ce moment où tu commences à suspecter tout le monde, même les personnages qui n'ont rien fait, et puis même les objets. Même toi-même parfois. C'est le genre de lecture qui transforme ton cerveau en détecteur de théories douteuses. Moi, j'adore ça. Et donc, entre Karine Gebel qui promet une intensité émotionnelle assez brutale et ce thriller qui a l'air plus mystérieux et psychologique, eh ben, je pense qu'on est sur une catégorie assez obsessionnelle, qui risque de me faire oublier que j'avais des plans, moi, cet été. Ah oui, ensuite, eh ben, on arrive à une catégorie qui, personnellement, me semble être une question de survie, pas métaphorique, très littérale. Parce que lire en plein été, quand il fait 38 degrés à l'ombre, ben, c'est déjà un sport extrême. Bon, alors autant se donner un petit avantage psychologique. J'ai donc nommé cette catégorie la climatisation littéraire. Des livres qui sont pas là pour me rappeler que l'été existe, au contraire, des livres pour me faire oublier qu'on est en plein dedans. Donc ambiance neige, hiver, pluie battante ou montagne enneigée. Bref, si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez peut-être compris, mais je lis pas forcément en fonction des saisons. Et même j'avoue que parfois j'aime bien faire cette petite pause mentale en plein été pour aller passer quelques heures au frais. Et donc le premier livre que j'ai sélectionné pour cette catégorie, c'est Les guerriers de l'hiver de Olivier Norek aux éditions Pocket. Alors déjà on est sur un auteur que je connaissais déjà bien pour ses thrillers très efficaces d'ailleurs, mais là il nous emmène complètement ailleurs. On plonge dans la guerre d'hiver entre la Finlande et l'Union soviétique, dans un contexte de guerre extrêmement brutal où des soldats finlandais en infériorité totale doivent résister dans des conditions extrêmes, entre froid glacial, manque de moyens et survie permanente. Et honnêtement, rien que d'en parler, ça donne déjà froid dans le dos. C'est le genre de récit qui cherche pas à être confortable. Au contraire, on est dans quelque chose de dur, d'immersif, d'historique, où chaque avancée ressemble davantage
à une lutte finalement, mais c'est exactement pour ça que je veux le lire. Parce que je pressens quand même que Norek a du talent pour transformer les récits de guerre en expériences très fortes et très incarnées. Et je trouve ça assez fascinant d'avoir osé sortir de ces thrillers habituels pour aller explorer un sujet aussi puissant et aussi historique. En tout cas, je lui fais entièrement confiance. Et ensuite, j'aimerais beaucoup lire Le Dernier thé de Maître Sceau de Cyril Joly aux éditions Point. Et ici, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus contemplatif, peut-être de beaucoup plus froid aussi, visuellement parlant. On est dans un récit qui mêle mémoire, transmission, tradition et histoire personnelle autour d'un maître japonais et d'un dernier moment autour du thé, dans une atmosphère empreinte de silence, de gestes précis et de réflexion intérieure. J'ai un peu la sensation que c'est le genre de livre qui donne l'impression d'être dans un espace un peu hors du temps, très loin du bruit, de la chaleur, de l'agitation, quelque part entre la méditation et le récit historique. Et voilà, moi, c'est exactement ce que j'aime dans ce type de lecture, cette sensation d'apaisement presque minimaliste où chaque geste, chaque mot, chaque silence a du poids. Et puis bon, soyons honnêtes 2 secondes, il y a de la neige sur la couverture. Ce qui, dans mon système de sélection, est un argument parfaitement valide pour le placer dans cette catégorie. Donc voilà, entre des soldats dans la neige finlandaise et un thé servi dans un silence presque sacré, bah, je pense qu'on tient une catégorie parfaite pour survivre à la canicule, ou du moins réussir à l'oublier quelques heures. Ce sera déjà une victoire. Allez, on arrive à une catégorie qui, en théorie, devrait être la plus dangereuse de toutes. Bon, pas dangereuse dans le sens thriller psychologique avec gros retournement de situation, hein. Non, dangereuse dans le sens, je vais probablement perdre la notion du temps et oublier que j'avais une vie sociale cet été. J'ai nommé cette catégorie les livres qui vont me faire dire, «Bah allez, encore un chapitre». Tu sais, je parle de ces romans-là, ceux qui te regardent innocemment au début et puis 3 heures plus tard qui t'ont fait dire, «Allez, encore un chapitre» environ 47 fois. Et là, bah, tu comprends, trop tard, que t'es déjà émotionnellement piégé. Et pour cette catégorie, j'ai 2 suspects très sérieux. Et le premier, c'est Les Sirènes de Emilia Hart aux éditions Pocket. Ce roman s'ouvre sur Lucy qui part au bord de la mer à la recherche de sa sœur Jess qui a, disparu. Et finalement, un peu de la même manière que La Maison au sortilège de la même autrice, on va suivre plusieurs femmes liées à travers, différentes, époques et toutes connectées par un héritage, mystérieux et une histoire, familiale marquée par la mer et les légendes. Et puis voilà, visiblement, on va se rendre compte que des événements troublants vont se répéter à travers le temps. Peu à peu, les récits s'entrelacent et dévoilent une vérité plus profonde autour de ces femmes et de ce lien étrange avec l'océan. Et j'avais tellement aimé La Maison au sortilège que j'ai vraiment hâte de lire celui-ci parce que c'est typiquement le genre de structure narrative qui me détruit. Plusieurs temporalités, des secrets de famille, une ambiance un peu mystique et cette sensation que tout est relié, même si tu sais pas encore comment. Voilà, donc c'est très simple, hein. Je sais déjà qu'avec ce genre de livre, je vais vouloir lire encore un chapitre de plus, jusqu'à une heure totalement indécente. Et ensuite me convaincre que je suis parfaitement raisonnable alors que, bah non. Ensuite, j'ai vraiment très envie de lire L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette. Et là, on bascule dans quelque chose d'encore plus intrigant peut-être. Dans ce roman, on est dans un univers où le temps n'est pas seulement une notion abstraite, mais plutôt une matière que certains personnages peuvent manipuler ou influencer, et ça aura des conséquences directes sur leur monde ou sur leurs choix. Et voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que j'avoue que même pour moi, j'ai envie de garder un petit peu de surprise, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, le récit s'oriente vers une intrigue où le passé, le présent et les conséquences des décisions s'entremêlent de façon un peu plus complexe. Et d'après tous les retours que j'ai vu passer, c'est une histoire vraiment addictive et moi, c'est justement ce que je recherche. Tu sais, ce moment où tu te dis, allez, encore un chapitre parce que je suis sûre que si je continue un peu, je vais comprendre. Donc t'en lis un autre, tu comprends un peu, mais pas assez. Donc bah t'en lis un autre et ainsi de suite, jusqu'à perdre complètement la notion du temps. Donc voilà, moi je mise tout sur lui parce que je suis persuadée que c'est exactement le genre de roman qui a le pouvoir de me faire oublier que j'avais des choses de prévues cet été, comme sortir, répondre à des messages, exister en société finalement. Bref, cette catégorie, c'est clairement celle du piège, hein. Mais un piège dans lequel je compte tomber volontairement. Ça y est, on arrive enfin à la dernière catégorie de cette palle complètement irréaliste d'été. Et on termine pas par la plus simple. J'ai appelé cette dernière catégorie les livres qui vont probablement ruiner mon été émotionnellement. Ce sont des romans que tu ouvres plein d'espoir et que tu refermes en ayant perdu probablement toute l'eau de ton corps. J'ai donc sélectionné 2 livres qui ont l'air tous les 2 absolument magnifiques et absolument destructeurs. Et on commence avec Le Chant des oubliés de Christine Hanna aux éditions Le Livre de Poche. Et puis bon voilà, Christine Hanna, c'est un peu une catégorie à elle toute seule, hein. Dès que je vois son nom, je sais pertinemment que je vais pas en ressortir indemne. Et en gros, dans ce roman, on est en Californie en 1966
et on va suivre une femme qui va se retrouver confrontée à un contexte historique marqué par la guerre et les grands bouleversements sociaux, et où la voix des femmes, jusque-là réduite au silence, commence à émerger et à prendre de plus en plus d'importance dans un monde en pleine transformation. Et à travers le parcours de Frankie, notre héroïne, le roman va explorer la mémoire, la transmission et la manière dont les récits oubliés vont finir par refaire surface. Et honnêtement, voilà, je pense que je peux déjà préparer les mouchoirs, parce que cette autrice a un talent très particulier pour raconter des histoires profondément humaines, souvent centrées sur la guerre, la perte, la résilience et les liens familiaux, avec une intensité émotionnelle qui fait rarement dans la demi-mesure. Donc oui, je sais déjà que ce livre va me faire quelque chose. La seule question, c'est après, je vais mettre combien de temps à m'en remettre? Et ensuite, j'ai Tant que fleuriront les citronniers de Zouflakatou aux éditions 10-18. Et là aussi, on est clairement dans une lecture qui vient pas pour rigoler, parce qu'on va y suivre Salama, une jeune femme qui vit en Syrie et qui va donc être confrontée à la guerre et à ses conséquences directes sur sa vie quotidienne, sur ses proches, sur son avenir. Le roman aborde la survie, la perte, mais aussi l'espoir fragile qui persiste même dans les contextes les plus sombres. Et ce qui m'attire dans ce livre, c'est justement ce mélange entre la dureté et la beauté, parce qu'on va y raconter quelque chose d'extrêmement difficile, hein, tout en laissant exister, d'après ce que j'ai compris, énormément de moments d'humanité et d'espoir. Voilà, je pense que c'est typiquement le genre de roman qui te laisse un sacré poids sur la poitrine une fois que tu l'as terminé, mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de le lire, même si je sais pertinemment que ce sera pas une lecture facile. Je pense vraiment qu'il y a des livres qu'on lit pour se divertir et d'autres qu'on lit pour comprendre. Bon, parfois les deux en même temps. Bref, cette catégorie, ça va être clairement des lectures difficiles, hein, mais que j'estime nécessaire. Et quelque part, je trouve que c'est quand même une très belle façon de terminer cette palle, avec des lectures qui ne vont probablement pas me laisser intacte, mais qui, au moins, ne me laisseront pas indifférente. Voilà, ça y est, on est arrivé à la fin de cette palle d'été. Et je pense qu'on peut déjà dire qu'elle est ambitieuse. Trop ambitieuse peut-être même un peu trop optimiste, hein, pour une personne qui a déjà 3 lectures en cours, 2 projets de relecture et une tendance inquiétante à commencer de nouvelles sagas sans jamais finir les précédentes. Mais c'est ce qui est beau avec les pales, hein. Pour moi, c'est pas des objectifs, c'est des possibilités, des intentions littéraires, des univers parallèles, hein, finalement, où j'imagine une version de moi-même très disciplinée, très organisée et surtout très disponible entre juillet et septembre. Donc on va être honnête, je ne lirai certainement pas tout ça, et c'est pas grave. Au pire, je ferai une update de cette palle en septembre en prétendant que tout ne s'est pas passé comme prévu, comme d'habitude. Si vous avez lu certains de ces livres, merci de me dire en commentaire lesquels je dois absolument prioriser. C'est important. Et puis voilà, ce sera marrant, on pourra suivre ensemble mon incapacité chronique à suivre mes propres décisions. Et surtout, dites-moi quel est le livre parfait à lire en été. J'ai hâte d'agrémenter cette palle encore un peu plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, ça me fera très plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, faites de belles lectures et nous, on se retrouve entre deux chapitres. Salut!